Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, c'est le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec toujours le Jean-Pierre National à la technique, tout le monde. Et aujourd'hui, 3 invités. Alors encore une émission 100% filles, il y en a beaucoup des émissions 100% filles, il va vraiment falloir que je révise un peu ça. Sinon, je ne suis pas du tout dans la parité et là, c'est pas bien. Heureusement, on a quand même Jean-Pierre à la technique, on est 2 garçons dans le studio, c'est un bon début. 3 invités qui font des choses complètement différentes, des parcours complètement différents. Et on va commencer avec Chloé Liti. Bonjour Chloé. Bonjour Karim. Un petit peu stressée ? Un petit peu. Ça ne s'entend pas. Sortir. T'as dit 3 mots. Alors Chloé, on a une habitude dans l'émission, c'est qu'on commence souvent par le parcours de l'entrepreneur et ensuite on va voir pourquoi aussi vous avez décidé de vous lancer et ce que vous proposez aujourd'hui, comment ça se passe. Donc au niveau du parcours, d'où on vient, Chloé ? Alors, mon parcours est un peu atypique. J'ai commencé par faire 4 ans de droit, donc une licence en droit privé, un master 1 en droit notarial. Et à la fin de mon master 1, je crois que j'en avais assez de la pression qu'incombaient les études de droit. Donc je décide de me réorienter et d'intégrer une école de commerce en management du luxe. Alors, intégrer est un bien grand mot puisqu'il se trouve que je ne ferai que 3 mois. En effet, je m'aperçois que ça ne me correspond pas du tout. Alors, je décide de quitter cette école de commerce et de revenir à ma spécialité d'origine, donc le droit. Alors, je me rends à un rendez-vous avec mon grand-père chez son notaire. Et à ce moment-là, je dépose mon CV. Je me dis, voilà, je veux découvrir le métier. J'en ai assez de toute cette théorie. Il faudrait déjà que je découvre le métier pour voir si ça me convient. Donc voilà, quelques jours plus tard, il m'appelle et il me dit « D'accord, Chloé, tu peux intégrer l'étude en tant que clerc de notaire en droit de la famille. » Donc je commence. Dès le départ, je me vois confier des dossiers de succession. Et tout de suite, je m'aperçois que toute la théorie que j'ai apprise durant ces 4 années sert en fait finalement à aider les personnes dans des dossiers très intéressants. Et je décide de continuer donc dans cette voie-là. Donc, je fais 6 premiers mois dans le notariat. Pourquoi mon parcours est un peu atypique ? Parce qu'en fait, entre mon école de commerce et mon embauche chez ce notaire, j'avais programmé un voyage au Kenya pour une mission humanitaire. Donc, je pars 2 mois au Kenya, où je découvre ce pays qui est magnifique, incroyable, donc une expérience incroyable. Et je rentre de cette expérience, je décide de retourner chez le notaire. Donc, je suis réembauchée, toujours chez le même notaire, toujours dans la même spécialité. Donc, j'avance dans le domaine du notariat, ce qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je décide de terminer mes études, parce que à ce moment-là, je n'ai qu'un master 1. Donc, je décide de terminer mes études en poursuivant, en obtenant mon master 2, que je ferai en droit des contrats et du patrimoine. Et comme j'avais adoré mon expérience dans le notariat, je décide d'intégrer une école de notaire. D'accord. Donc, je passe un entretien qui ne se passe pas très bien. Pour quelle raison ? Alors, en fait, on m'avait annoncé un entretien sur la déontologie, donc que j'avais eu le temps d'apprendre et de découvrir avec mon expérience chez le notaire, et sur mes motivations. Donc voilà, et en fait, il s'est trouvé que ça ressemblait plutôt à un partiel. Un partiel où on m'a posé beaucoup de questions sur les ventes, que je ne faisais pas chez le notaire, vu que j'étais spécialisée dans le droit de la famille. Donc en fait, c'était un véritable désastre. Donc sans surprise, je n'ai pas été retenue dans l'école de notaire. Évidemment, j'étais désemparée puisque je suivais mon petit chemin pour devenir notaire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est à ce moment-là que je rencontre une personne qui me fait découvrir le métier de gestion de patrimoine. J'avais toujours eu cette idée de métier derrière la tête, mais je ne m'étais jamais véritablement intéressée. Et c'est là qu'en comprenant les aspects de ce métier, que ce soit les aspects humains, le côté technique, les connaissances, que je me suis dit, c'est ce que je veux faire, en fait. Cet échec, en quelque sorte, de ne pas avoir été prise dans cette école de notaire, c'était finalement un peu le destin, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà comment j'en suis arrivée à faire de la gestion de patrimoine, grâce à cette personne que j'ai rencontrée un peu par hasard
et qui aujourd'hui m'a très bien accompagnée, m'accompagne encore dans le métier qui me passionne absolument. Une belle rencontre. Très belle rencontre. La magie des rencontres. C'est ça. Au cas où, on a 2 autres invités autour de la table, vous avez le droit de poser des questions après. Hein. Ok. Vous pourrez. Et Chloé se fera un plaisir d'y répondre. Exactement. Donc, comment ça se passe? Comment vous dites, allez, je me lance, j'y vais toute seule? Alors, je vais faire une analogie avec ma passion, mon sport. J'ai fait beaucoup d'équitation à haut niveau. Donc, de mes 8 ans à mes 20 ans, je faisais des compétitions de saut d'obstacles. Et quand on est sur le cheval, bien que ce soit le cheval qui saute, c'est le cavalier qui prend la décision de sauter l'obstacle. Donc, à ce moment-là, j'ai vu un obstacle, et c'est pas péjoratif pour moi, un obstacle, ça me procure de l'adrénaline, et j'ai vu cet obstacle en face de moi, je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai cravaché, et je me suis dit, allez, je me lance, je franchis cet obstacle. Et dans un parcours d'équitation, il y a 12 obstacles. Donc là, j'ai franchi le premier en créant mon entreprise. Et ensuite, les prochains obstacles arrivent un à un, et j'adore les franchir avec beaucoup d'adrénaline. Donc voilà comment je me suis lancée. Bien sûr, bien entendu, après, j'ai aussi appris à découvrir le métier plus en profondeur, et je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités d'évolution sur le plan professionnel, mais aussi personnel, qui me donnaient vraiment envie. Donc, j'ai pas hésité. D'accord. Et c'est comment il y a une procédure particulière? C'est-à-dire, ça se crée comme n'importe quelle entreprise? Oui. Au départ, on est auto-entrepreneur. On crée une micro-entreprise. Et pour les débuts, ça marche très bien comme ça. D'accord. Et c'est quoi la proposition commerciale? Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Alors, dans mon métier, vous voulez dire? Oui. Alors, je propose des solutions patrimoniales. Donc, je fais de la préparation à la retraite. J'aide aussi à préparer la transmission. Donc, pour optimiser la fiscalité au moment de la succession. Je fais de la réduction d'impôts, donc j'aide les personnes à payer moins d'impôts, de la défiscalisation. Mmh. Et dans un cadre plus général, de la dynamisation, de l'optimisation de patrimoine. Et j'accompagne aussi dans le processus d'acquisition de biens immobiliers. En fait, c'est très vaste, mais les 4 grandes lignes de mon métier, c'est préparation retraite, réduction des impôts, préparation de la transmission, donc protection des proches, et optimisation du patrimoine. D'accord. Donc, si j'ai besoin de vous, comment ça se passe? Eh ben, vous m'appelez. Tout simplement. Comment? Parce que tout ce que vous avez énuméré pas mal de choses, et je suis certain que pour pas mal de gens, il y a certaines choses qui sont du chinois. Est-ce qu'on peut peut-être développer un peu? Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, parce qu'en fait, je fais beaucoup de... C'est vrai que là, c'est des termes très techniques, mais il faut savoir que quand je suis en rendez-vous, c'est plus de la pédagogie financière. J'essaye d'être très concise, d'utiliser des mots simples. Donc, préparation retraite, c'est pourtant un mot simple. Je ne comprends pas. Donc, je mets en place des solutions. En fait, ce qui est très important, c'est cette approche qui est très humaniste, en fait, lors de mes rendez-vous. Lors de mon premier rendez-vous, notamment, je me présente, j'explique comment je travaille, qui sont mes partenaires. Et ensuite, à la suite à ça, je prends les informations sur les clients, toutes les informations dont j'ai besoin pour étudier le dossier. Et ensuite, je fais une grosse partie où j'écoute les objectifs de mes clients. Donc ça, c'est le plus important. Et voilà, donc il y a tout ce premier rendez-vous qui est axé sur la connaissance client, où on essaye de créer un cadre de confiance. Et au moment du second rendez-vous, donc entre les deux, je fais une ingénierie du dossier, j'étudie le dossier de mon côté. Donc là, c'est très technique de mon côté, mais lorsque j'apporte la solution au moment du second rendez-vous, là, j'essaye d'être le plus pédagogique possible pour que ce soit accessible à tous. Voilà. D'accord, très bien. Des questions? C'est intéressant. Merci. Alors, des affirmations, peut-être en demandant l'inverse, j'aurais... Là, vous êtes lancé depuis 1 an? Oui. C'est ça? C'est quoi vos prochaines étapes? Me développer, faire connaître le métier, parce que c'est vrai que c'est pas un métier qui est très connu, et pourtant on aborde des sujets qui sont très importants, sur lesquels personne n'est formé. Tout ce qui tourne autour de la finance, c'est un peu tabou aujourd'hui en France encore. Et moi, j'essaye de rendre ça accessible, et surtout de faire comprendre que l'argent n'est pas un gros mot et qu'il peut servir à réaliser des projets. Donc, mon objectif, c'est vraiment de faire découvrir le métier, de montrer qu'il est accessible à tous, puisque je fais pas de la gestion de fortune,
mais de la gestion de patrimoine. Donc, c'est accessible à toutes les personnes, pas nécessaire d'avoir un gros patrimoine pour accéder à mes services. Et voilà, donc me développer et développer mon activité en démontrant qu'elle est très intéressante pour tout le monde. Bien sûr, et c'est sur une zone géographique particulière ? Non, j'ai pas de limite de territoire. Donc j'ai principalement des personnes dans la région, mais je fais aussi beaucoup en visio. Ok. C'est gestionnaire de patrimoine, hein, c'est bien ça le terme c'est ça. pro. Après, j'aime bien dire conseillère en création, développement et gestion de patrimoine, parce que je suis aussi là avant d'avoir du patrimoine, je suis là aussi pour le créer et l'optimiser. Oui, puis je trouve que ça fait peut-être un peu plus humain aussi. Gestionnaire de patrimoine, ça fait très. Je trouve que c'est très corporate en fait. C'est ça. Comme terme. C'est ça. Alors que c'est pas du tout le cas, et c'est ça que j'essaye de démontrer. D'accord, avec un accompagnement vraiment sur mesure, aux petits oignons. C'est ça, exactement. C'est très personnalisé. Chaque personne, du coup, peut faire appel à vous, qu'on ait, comme vous disiez, pas forcément une fortune, mais qu'on ait, peu importe le patrimoine, on peut mettre des actions en place, en fait. Exactement. Après aussi, ça part du conseil, hein, même s'il n'y a pas forcément de solution à mettre en œuvre. Je suis aussi beaucoup là pour faire de la pédagogie, du conseil. Et c'est bien aussi d'ouvrir les yeux là-dessus, parce qu'on n'a vraiment aucune formation à ce niveau-là. Vous êtes une sorte de guide pour optimiser l'argent. C'est ça, exactement. C'est ça. Pour réaliser tes projets, c'est important. Ouais. Donc si je veux partir en vacances, faut qu'on discute. Exactement, ça fait partie des objectifs que j'entends parfois. Ça doit être un objectif qui revient souvent, j'imagine, par les temps qui courent. Aller se changer les idées. Exactement. Et ou acheter des maisons pas à Aix-les-Bains mais à Pont-de-Beauvoisin. Et oui, on peut parler de voyage aussi, on parle pas que d'argent. C'est l'heure miroir, 11h11 pour les superstitieux. Génial, c'est bon signe. C'est bon signe. Ouais. Bon, Chloé va faire un malheur parce qu'on a eu l'heure miroir 11h11. D'ailleurs, Jean-Pierre est tout excité avec une heure miroir, c'est incroyable. Mais chacun son délire. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, je suis sur LinkedIn, je n'ai pas encore de site internet. Et moi, je fais tout c'est plutôt du relationnel et du bouche à oreille surtout. En fait, je ne fais pas de publicité. C'est beaucoup de recommandations. C'est ça, c'est que de la recommandation. D'accord. Exactement. Je n'ai pas le droit de faire de publicité, donc je n'en fais pas. Et c'est vraiment que sur recommandation. Ok. Mais on peut quand même vous joindre par LinkedIn, au cas où. Bien sûr, et j'ai des cartes de visite aussi. D'accord. Alors, sur LinkedIn, vous cherchez Chloé Lity, et qui s'écrit L-I-T-Y. Voilà. Et vous tomberez sur la personne qui va vous gérer vos économies pour partir en vacances. Exactement. Avec plaisir. Ok, on est tout bon avec Chloé. Des questions, toujours pas ? Eh ben dis donc, ça doit être super clair pour le coup. On va marquer la première pause et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac, le Nouvel Entrepreneur, deuxième partie. Et cette fois-ci, on va discuter avec Maud Diz. Bonjour. Bonjour. Alors je marque un temps parce que du coup, Maud Diz, c'est pas facile. Oui. Mais ça sonne vachement bien. Ah, parfait. Bon, alors on part là-dessus. Maud, on va commencer comme toujours par le parcours. Et le parcours est plutôt vaste. Oui. Alors on va commencer tout de suite. Effectivement, je suis un petit peu plus âgée que Chloé, donc j'ai un parcours un peu plus vaste. Moi, j'ai fait un Master 1 en gestion d'entreprise et après j'ai fait un Master 2 en ressources humaines, donc domaine dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et puis j'ai monté ma première entreprise il y a maintenant une dizaine d'années. C'était en 2014. C'était un commerce, c'est un commerce situé à Grenoble. J'ai fait monter l'entreprise au maximum de son potentiel, puis je l'ai revendue. Parce que moi, j'aime mener des projets à terme et une fois que tout roule, une fois que tout est parfait, j'aime donner, comme je dis, les clés de la Porsche. Bon, je vais m'arrêter là pour ce sujet-là parce que je pourrais en parler des heures. Ça a été très enrichissant, ça a été génial. J'ai beaucoup appris mais voilà, on va passer à la suite. Donc, après avoir vendu, je suis redevenue salariée pendant quelques années avant de remonter une autre entreprise parce que on est entrepreneur un jour, entrepreneur toujours.
Et donc, depuis décembre 2019, ça fait 4 ans, j'accompagne les chefs d'entreprise à gérer leur entreprise. Et puis, comme ma première entreprise, au bout de 3 ans, je commence à tourner en rond. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour de mon métier, donc j'ai décidé de faire une formation. Voilà, il y en a qui décident de voyager, de s'acheter des fringues ou une maison. Moi, c'est de faire une formation. Donc, je suis retournée sur les bancs de la fac pour faire, alors attendez, écoutez bien, une licence professionnelle en droit de la preuve. En droit de la preuve. Exactement. Ainsi, je propose depuis récemment de réaliser des enquêtes internes pour les organisations professionnelles, type entreprises, associations, fondations, etc. Et qu'est-ce qu'une enquête interne, Donc, ma chère Maud ? Une enquête interne, c'est une procédure d'investigation qui vise à répondre à 2 types de problématiques. Il y a le volet social et le volet plus technique. Donc, concernant le volet social, donc là, nous parlons de harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination, déloyauté du salarié. Et pour le volet plus technique, donc là, c'est plutôt des problématiques telles que le non-respect d'une clause de non-concurrence, du dénigrement, détournement de clientèle, suspicion de fraude, vol de matériel, vol de matières premières, etc. Alors, à savoir qu'avant d'intervenir dans une organisation professionnelle type entreprise, je vérifie vraiment 4 points. Est-ce que la demande est bien légale ? Est-ce que la demande est bien morale ? Est-ce que la demande est bien légitime ? Et est-ce que la demande est bien proportionnée ? Cela me permet de veiller à ce que cette investigation s'inscrive dans un cadre légal pour que le rapport établi soit recevable devant la justice si, in fine, il y a besoin. Donc, si j'ai besoin de vous, comment ça se passe ? Et donc là, je m'adapte à l'environnement donc de l'entreprise, la fondation, l'association où je peux intervenir, et donc je peux réaliser 2 types d'enquêtes. En fait, je propose 2 méthodologies selon les besoins et les impératifs de la structure. Donc soit j'interviens de manière autonome, donc je réalise l'enquête seule de A à Z, sans le chef d'entreprise ou du responsable ressources humaines. Cela me permet notamment de conserver mon impartialité. Et la deuxième solution, c'est accompagner moi-même la personne qui va réaliser l'enquête. Je vais ainsi adopter une posture d'accompagnante pour que cette personne garde une posture de neutralité, adopte le vocabulaire, ne se laisse pas submerger par les émotions, etc. Parce que c'est vraiment un métier, et de se faire accompagner par des professionnels externes, des fois ça peut beaucoup apporter. Okay. Aussi, je tiens à l'aborder, vraiment, il y a 2 éléments en filigrane de toute démarche d'enquête qui sont tout d'abord la présomption d'innocence. En fait, c'est pas celui qui gueule le plus fort qui a raison, ou c'est pas forcément la personne suspectée qui sera forcément incriminée. Donc la présomption d'innocence, c'est vraiment important. Et le deuxième point, c'est le respect de la vie privée, de la victime et de la personne incriminée. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et ensuite, comment on fait pour mener une enquête ? Comment ça marche ? Ça c'est toujours la grande question. Donc bien sûr, comme je disais tout à l'heure, suivant l'environnement de l'organisation, je propose différentes méthodologies d'investigation pour trouver donc des indices, puis qualifier les preuves matérielles et numériques. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, je sais pas si nos auditeurs l'ont compris, mais j'utilise des mots très spécifiques. Qui ont une portée très importante à chaque fois, mais on n'aura pas le temps de développer, donc je m'axe plutôt pour vous dévoiler tous mes secrets de comment je fais. Alors la première étape, tout d'abord, j'écoute ce qu'on me dit. Je prends des notes et je fais le tri et je sépare l'émotionnel du factuel. Moi, je suis pas du tout sur l'aspect psychologique, je suis sur l'aspect vraiment factuel, les faits. Ensuite, la deuxième étape, je vais chercher des données quantitatives. Alors là, je vous fais une description en vrac. Donc, le nombre de congés refusés, par exemple, pour des cas de harcèlement ou de discrimination. Si les contrats sont signés par les 2 parties, donc pour les clauses de non-concurrence, parce que ça aussi, je le vois dans beaucoup d'entreprises. Les chefs d'entreprise là qui nous écoutent, c'est bien beau d'avoir des contrats, mais s'ils sont pas signés par les 2 parties, le contrat ne vaut rien. Voilà, menace en direct. Je dis ça en passant, mais je le vois tellement souvent que c'est vraiment dommage. Donc autre exemple, je regarde les plannings ou les cartes d'accès à certains lieux pour savoir quelle personne travaillait quand et dans quel atelier pour le vol de matériel.
Ou enfin, un autre exemple, je regarde aussi les factures fournisseurs pour déterminer le volume de boîtes de conserve en compte, par exemple, quand on parle de vol de stock. Donc ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, je fais de la prise de témoignage. Donc j'ai été formée à ça. C'est une méthodologie particulière, mais j'irai aussi rapidement là-dessus. Donc je vois les personnes vers lesquelles on m'oriente, ou après moi je peux demander aussi à parler à certaines personnes. Et donc pour avoir leur version des faits, et donc j'écoute, on note, on fait une prise de témoignage qui est formalisée, et aussi je demande à ces personnes d'apporter les preuves de ce qu'elles peuvent avancer, et je les aide à aller chercher. Donc ça aussi, je précise que c'est autant pour la personne dite victime que la personne incriminée. Et là aussi, j'utilise des mots qui ont du poids, parce que des fois, ça peut être l'inverse en fait. La victime se retrouve la personne incriminée est en fait la victime. Donc voilà, tout peut se passer. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, je rédige un rapport qui est factuel, vraiment factuel, qui est un recueil de preuves pour donner à la personne qui me mandate, donc le chef d'entreprise, le responsable d'association, de fondation, etc., des faits pour faire évoluer sa réflexion et donc prendre les bonnes décisions. Mais d'accord, mais c'est quoi prendre une bonne décision ? Eh ben, c'est donner donc à la problématique initiale une réponse juste, qui peut être donc différentes choses. Donc soit dans le cadre d'une démarche judiciaire avec l'aide d'un avocat, donc mon rapport part dans les mains de l'avocat pour entamer une procédure. Et puis il faut faire attention parce que le harcèlement sexuel ou le vol c'est du pénal, donc là bien sûr il faut être accompagné d'un avocat. Ça fait d'ailleurs partie des premières questions que je pose. Est-ce que vous êtes bien accompagné par un avocat, parce que aussi eux, ils ont une posture de conseil, donc je vous incite à les consulter également. Donc deuxième solution, ça peut être aussi simplement une réorganisation d'un service, une optimisation des procédures de contrôle ou la préparation d'un audit, parce que entre ce qu'on pense de ce qui se passe dans une entreprise et la réalité, souvent il y a des gaps. Non, chef d'entreprise, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Ça, je vous le confirme. Souvent, on me dit des choses, mais moi, je vais voir, je vais vérifier. Et en fait, on se rend compte que soit ils ont partiellement vrai, soit ils sont partiellement faux. Donc voilà, on va vérifier les choses. D'accord. Et donc bon, après troisième aussi voie par rapport à la suite de mon travail, c'est faire parler les gens entre eux. Donc avec l'aide d'un médiateur par exemple, donc moi je parle beaucoup avec des médiateurs pour savoir justement qu'est-ce que je peux anticiper dans mon travail, les solutions qu'ils peuvent proposer, etc. Parce que des fois des problématiques en entreprise, ça peut être ce qu'on peut appeler un feu de paille. En fait, il y a une problématique et finalement à la fin c'est moins grave que ce qu'on se l'imaginait au début, mais ça reste toujours grave, et ça c'est souvent issu d'une mauvaise communication entre les personnes ou une personne qui ne sait pas forcément communiquer aussi. Donc un médiateur, ça permet de faire parler les gens entre eux. D'accord. Il y a d'autres choses, il me semble, à nous dire. Là, je vous en ai dit pas mal. On en rajoute. Je voudrais vraiment que nos auditeurs retiennent deux choses. Une enquête, quand elle est menée, c'est un cadre juridique. Donc c'est très encadré. Et une enquête, c'est un recueil de preuves. Vraiment des preuves factuelles. Donc les preuves, alors aussi la justice accepte différents moyens de preuve, comment on qualifie une preuve, comment on diffuse une preuve. Il y a les preuves audio, les preuves vidéo. Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu? Est-ce qu'on a le droit de prendre des vidéos? Est-ce qu'on a le droit d'aller sur des groupes Facebook pour tirer des preuves, des groupes Facebook privés? Est-ce qu'on a le droit de s'introduire chez quelqu'un, etc. Oui, aussi. Donc il y a du oui et il y a du non dans tout ce que j'ai dit. Et donc voilà, c'est très encadré. Et enfin, dernière chose que je dirais, afin vraiment de prouver ma légitimité dans ce métier et donc à mener des enquêtes internes, j'ai demandé l'agrément CNAPS du ministère de l'Intérieur pour pouvoir mener des enquêtes. Donc en fait, cet agrément, il me donne des droits et il me donne aussi des devoirs. Ainsi, je suis soumise à une charte de déontologie et mes activités sont contrôlées. Donc de temps en temps, ils peuvent venir et me demander des comptes sur mon activité. Donc, on peut enquêter sur l'enquêtrice. Des gens habilités, oui. Oui, bien sûr. Je
j'avais envie de dire, vous êtes un peu à vous toute seule le Mulder et Scully des entreprises. Alors, c'est vrai que X-Files a bercé mon enfance. Et ah oui, je me rappelle des samedis soirs X-Files. Oui. Alors après, c'est les Américains, hein, donc le cadre légal est différent. Mais si ça vous plaît à m'appeler comme ça me convient. Parfait. Est-ce que on a des questions avec nos invités? Ah si. Je vous en prie. Est-ce que vous travaillez avec les entreprises du territoire ou c'est plus étendu? Alors c'est vrai que géographiquement, je privilégie le local, donc Isère, Savoie, Haute-Savoie. Enfin, je vais jusqu'à, comme je dis, mon secteur c'est Grenoble, Chambéry, Aix, Annecy, Genève, Chamonix, Alpes d'Huez. Donc ça c'est vraiment le secteur que je privilégie parce qu'aussi c'est un secteur que j'affectionne et que je connais. Je connais le tempérament montagnard. Je connais les saisonniers, il y a beaucoup de domaines. Enfin, quand j'étais jeune, j'ai été saisonnière et voilà, j'ai fait beaucoup de choses en travail étudiant, donc je connais beaucoup de secteurs d'activité. Et voilà, quand on va au fin fond des montagnes, il faut être prêt mentalement, mais aussi physiquement. Comme je dis à mes collègues des fois parisiens, je dis ouais, mais vous avez pas les pneus neige sur votre voiture. Vous avez pas la parka prête à toute épreuve et les semelles isolantes dans vos chaussures. Donc, il y a que moi qui peux aller dans ces endroits-là. Et on s'adresse à... S'il y avait un message là tout de suite, ça serait est-ce que toutes les grosses entreprises, là où il y a une certaine masse salariale, auraient intérêt à éventuellement vous contacter pour voir s'il n'y a pas des choses, comme vous disiez, un patron, il sait pas forcément ce qui se passe dans son entreprise? Alors effectivement, moi j'ai été chef d'entreprise, j'ai eu que un salarié à ma hauteur, mais je sais ce que c'est qu'être chef d'entreprise, je sais aussi ce que c'est qu'être salarié. Je sais ce que c'est que les bons et les mauvais salariés. Je sais aussi ce que c'est que les bons et les mauvais chefs d'entreprise. Autant chef d'entreprise, créateur d'entreprise que salarié, dirigeant. Il y a vraiment plein d'aspects différents et globalement, je dis appelez-moi et je vous dirai si je suis la bonne personne. Et aussi, j'essaie d'étoffer au quotidien mon réseau de personnes aussi très spécifiques dans des domaines très particuliers. Pour pouvoir justement avoir un relais vers le chef d'entreprise. Moi, quand un chef d'entreprise, un chef d'association, fondation, etc. m'appelle, je m'engage à vraiment, au bout de 30 minutes, essayer de lui trouver une solution. La solution, qu'elle soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais qui reparte en disant, bon, j'ai bien fait de vous appeler, j'ai une piste. Donc, c'est cool. D'accord. Voilà. Top. Comment on fait pour vous contacter ? Donc MZ Investigation, je suis disponible. Alors attention, prenez vos stylos, vous êtes prêts à écrire. Investigation au singulier .mz@protonmail.com ou au 06 52 64 41 15. Et cet après-midi, je suis au bureau, donc vous pouvez m'appeler, je suis disponible. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à. On marque la deuxième pause. Jean-Pierre est-il d'accord ? Il est d'accord. Merci, on marque Jean-Pierre. La deuxième pause. À tout à l'heure. Radio Grand Lac, votre radio. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. C'est la troisième partie pour le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. Et après Chloé, après Maude, c'est au tour de Laura Saint-Germain. Bonjour. Bonjour Karim. C'est un nom très, je trouve, très classe, très parisien, très... Non ? On me le dit souvent. Oui, on prend le compliment. Je prends. Merci pour le compliment. Alors, je vous connais par rapport à un certain concours de pitch dans un certain événement sur l'entrepreneuriat qui se déroule les mois de septembre à Chambéry. Effectivement. Et on va sûrement en parler plus tard. Avec grand plaisir. Parfait. Mais commençons évidemment, comme toujours, par le parcours de Laura. Alors, moi, mon parcours, du coup, Laura Saint-Germain, je suis originaire de Chambéry, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici, jusqu'à l'université, où je suis diplômée de droit à l'université à Savoie-Mont-Blanc. Et c'est suite à mon master que j'ai décidé de partir à l'étranger. Okay. Et c'est après ce master où je suis partie pendant 7 ans dans différents pays. Pendant 7 ans pour travailler dans différents pays qui sont le Canada, le Burkina Faso, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les Philippines et un petit peu plus proche de chez nous, la Suisse, en exerçant différentes activités, que ce soit au niveau associatif, événementiel,
jusqu'à être instructrice de plongée et coordinatrice événementielle. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Un parcours très divers. Ouais, il y a beaucoup de choses. Parcours très divers et très riche. Je suis rentrée en France pour reposer mes valises à Chambéry il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'ai suivi une formation de coaching pour me former au coaching et me spécialiser ensuite dans la méthode du pourquoi de Simon Sinek. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à créer une fondation saine et solide pour développer une entreprise qui soit durable et impactante. Donc, je me suis spécialisée sur la question du sens aujourd'hui. D'accord. Donc, ça, la structure est créée depuis quand ? La structure est créée depuis 1 an. Et le titre, c'est donc « Trouve ton pourquoi ». Trouve ton pourquoi, oui. Ça sonne bien. J'ai eu des questions d'ailleurs là-dessus. Hein. Trouve ton pourquoi. Ah oui, ça j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Le pourquoi. Est-ce qu'il y a un lien direct avec le cercle d'or ? Exactement, oui. C'est en lien avec la méthode que j'utilise, qui est la méthode du cercle d'or de Simon Sinek, qui a été le fondateur de cette approche-là. Et j'invite les auditeurs, qui ne la connaissent pas encore, il avait fait une vidéo qui est dans le top 3 des vidéos YouTube les plus vues au monde. Donc comme quoi c'est une question qui parle beaucoup et qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, où on parle de sens, que ce soit au niveau entrepreneurial et aussi au niveau des entreprises. J'ai une casquette où j'interviens avec les entrepreneurs pour justement les accompagner à définir ce moteur, ce sens qui fait la différence. Et ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est comment en fait j'en suis arrivée à cette notion de pourquoi. C'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai découvert un nouveau monde. Je rentrais de l'étranger et il fallait que je comprenne comment fonctionne le monde de l'entreprise et particulièrement en France. Du coup, j'ai poussé des portes et je me suis fait former, que ce soit par des organismes ou par des formations business que j'ai suivies en ligne. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, à force d'avancer dans mon projet entrepreneurial, j'avais le côté stratégique, communication, vente, comment est-ce qu'on fait les choses. Par contre, j'ai développé un sentiment de frustration, de culpabilité, de manque d'alignement et de cohérence dans mon projet. Et ça a un petit peu basculé justement le jour où j'ai découvert cette notion de pourquoi. Ouais. De pourquoi, en fait, on fait les choses. Et au début, je l'ai testé sur moi, cette méthode. L'objectif, c'était sur moi. Et puis, quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur moi, j'ai commencé à le tester sur d'autres personnes et à les accompagner à définir justement leur pourquoi pour ensuite prendre des décisions qui soient cohérentes avec leur business. Parce que si on doit parler d'un point essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est qu'à la base, c'est quoi un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a une conviction, qui a un projet à porter. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas porter ce projet ? Tu as besoin de la structure, tu as besoin d'avoir une stratégie, d'avoir un business plan. Par contre, si derrière tu sais pas profondément pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu n'es pas motivé, tu risques de te prendre des murs. Parce que tu as des sollicitations en permanence. Et j'aime, pour utiliser la métaphore, j'aime l'idée du navire qui quitte le port. Ouais. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu quittes le port et tu es seul face à l'horizon. Donc déjà, il faut savoir où tu as envie d'aller. Ouais. Quelle terre est-ce que tu as envie de rejoindre ? Quelle vision est-ce que tu as envie d'atteindre ? Et puis une fois que tu es en mer, tu vas te prendre des vagues, tu vas te prendre des tempêtes, tu vas même chavirer. Des fois, tu vas avoir des choses incroyables aussi. Tu vas vivre des sensations fortes. Des fois, ça sera le calme plat. Et si ton cap, il est pas clair, et si le capitaine du bateau, il sait pas pourquoi il fait les choses, ça risque d'être compliqué. Ouais. Il y a cette image toujours de la cible, avec le cercle extérieur qui est le quoi. Oui. Le cercle un peu plus dedans qui est le comment. Et enfin, le centre de la cible, le jackpot. Le pourquoi. Exactement. Et dans ma mission aussi, aujourd'hui à plus grande échelle, parce que j'interviens au niveau des entrepreneurs, j'ai à cœur aujourd'hui, après avoir fait un petit tour du monde, de revenir aux origines, sur notre territoire que j'aime énormément, et de justement impulser cette dynamique dans notre région, auprès des entrepreneurs de notre région, pour justement aborder une autre manière de voir les choses. Aujourd'hui, Karim, c'est
En 2022, c'est 1 million de personnes en France qui ont créé leur entreprise pour redonner du sens à leur travail. C'est énorme. Et c'est aussi 2 Français sur 3 actifs qui pensent à changer de travail. Ouais. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, et particulièrement depuis le Covid, il y a un vrai sujet de fond qui est cette notion de sens. Et pour revenir au cercle d'or, aujourd'hui, les choses font que sur les quoi, on sait tous ce qu'on fait. Oui. On arrive à peu près à définir comment on fait les choses, qui sont notre manière d'agir. Et on peut citer aussi les valeurs. Et il y a ce fameux pourquoi. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on commence par les quoi et on finit peut-être potentiellement, si on arrive à avoir conscientisé son pourquoi, à l'évoquer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que si on veut qu'il y ait un projet qui fonctionne, que ça soit un entrepreneur avec son projet ou une entreprise, parce que la question, elle est là aussi, c'est comment est-ce qu'on peut voir les choses différemment pour amener une entreprise loin, une entreprise qui soit impactante et qu'on réponde aussi à ce besoin d'épanouissement professionnel. Ok, donc le pourquoi, ça marche autant pour construire un projet que pour le vendre. Exactement. Ce qui est magique avec le pourquoi, qui d'ailleurs, on peut lui donner différents noms, on l'appelle pourquoi, on l'appelle moteur, on l'appelle raison d'être, on l'appelle cap, on choisit le mot qui nous convient bien. Moi, j'utilise le mot pourquoi parce que j'aime cette question, parce que comme tu l'as dit, ça intrigue beaucoup. Et on l'utilise une fois qu'on définit son moteur, une fois qu'on répond à la première question qui est quand tu fais un projet, quand tu veux créer une entreprise, la première question, c'est pourquoi. Ouais. Et ensuite, tu prends une suite de questions sur niveau stratégique. Et souvent, cette question, on la met de côté. Ou on passe à côté, ou on pense avoir la réponse, et puis le jour d'après, et on se fait un petit peu submerger. Mais une fois qu'on a cette réponse-là, on a un ancrage. On a une boussole où aller. Du coup, dans l'entrepreneuriat, et aussi au niveau de l'entreprise, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Parce que je vais prendre une décision qui est en cohérence avec ce qui, moi, m'anime. Ça me permet aussi, et c'est là où on peut faire le lien avec le pitch, de communiquer. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une conviction forte, qui résolve un problème, et qui doit vendre. Et la vente, c'est quoi ? C'est à la base parler à quelqu'un. Oui. Et ce quelqu'un, c'est quoi ? C'est un humain comme nous tous autour de cette table. Et qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de t'écouter ? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie d'acheter chez toi ? J'ai un certain charme. Ça joue aussi. Et ce qui va jouer, l'élément fondamental, toujours pareil, que ce soit pour un entrepreneur ou une entreprise, c'est la confiance. Ouais. Et la problématique aussi aujourd'hui, c'est que la confiance, que ça soit au niveau d'un projet seul qu'on développe en tant qu'entrepreneur ou dans une entreprise, que ça soit au terme de ses clients ou de ses employés, c'est que la confiance, c'est l'élément le plus dur à obtenir. Et c'est aussi le plus facile à perdre. Donc, ce qui fait que tu vas acheter chez moi, oui, j'ai besoin de faire une page de vente, oui, j'ai besoin de faire un pitch qui soit court, qui soit cohérent, qui soit structuré, qui soit clair. Mais ce qui fera la vraie différence, c'est que tu incarnes ton projet, c'est que tu incarnes ta conviction. On achète, j'adore cette phrase de Simon Sinek qui dit « Déjà, on n'achète pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites ?» Ouais, totalement vrai. Et ce que je trouve intéressant aussi avec le pourquoi dans le pitch ou dans la vente, c'est que il oblige quelque part indirectement, mais il oblige le storytelling, qui est un levier très puissant aussi pour arriver à ce qu'on veut. Donc le pourquoi, c'est obligatoirement, quand on se présente, un pourquoi, ça va obligatoirement être du storytelling. C'est intéressant ce que vous évoquez, parce que le pourquoi, c'est revenir toujours, j'aime cette idée de revenir toujours à la fondation et revenir à la base, qui est comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'humain. Oui, le storytelling, c'est quoi ? Le storytelling, c'est un outil pour pouvoir communiquer, pour pouvoir utiliser son histoire. Mais encore une fois, il y a une différence entre comment est-ce que je raconte mon histoire ? Est-ce que je suis complètement connectée à mon histoire, ou est-ce que je la raconte juste pour faire joli et pour vous faire envie ? Et ça, c'est ce qu'on appelle
incarner ce qu'on raconte. Oui. C'est ce que je voulais dire, c'est que se concentrer sur le pourquoi, ça va créer un storytelling de toute façon, mais un storytelling certainement plus authentique que celui qu'on aura réfléchi ou vraiment à se dire il faut que je trouve une histoire à raconter pour vendre mon truc. Le pourquoi, il va être beaucoup plus vrai, j'ai envie de dire, et ça se sent aussi. Oui, c'est vraiment revenir à ce qui fait que je vais acheter chez toi. C'est parce que j'ai confiance. On parle de coaching, par exemple. C'est quelque chose qu'on évoque beaucoup. Je suis coach. Des coachs, il y en a énormément. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir tel ou tel coach ? La base, ça va être comment je vais me sentir avec toi. Est-ce que j'ai confiance en toi ? Moi, les personnes qui viennent travailler avec moi, c'est parce qu'il y a une relation de confiance et qu'elles croient aussi en la même chose que moi. Donc, pour revenir aussi sur les bénéfices de trouver son pourquoi, il y a je suis plus impactant au niveau de ma communication et aussi j'attire les partenaires, j'attire mes clients idéaux aussi plus facilement parce que je communique profondément ce en quoi je crois et là où j'ai envie d'aller et du coup automatiquement les gens te retrouvent. Et comment on fait pour entrer en contact ? Comment on fait ? Alors, avec Trouve ton pourquoi. Trouve mon pourquoi. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. C'est le réseau que j'utilise le plus pour communiquer. Donc, en tapant Laura Saint-Germain, vous pouvez m'envoyer un message. Je réponds assez rapidement normalement. J'ai aussi un site internet Laura Saint-Germain. Et petite aussi parenthèse importante aussi, j'interviens aussi au niveau des entreprises. J'appartiens au collectif Iridium, l'agence Iridium, où on est expert de la relation interpersonnelle en entreprise, parce que c'est important aussi. Et on travaille avec les entreprises de notre territoire pour leur permettre d'avancer aussi, pour améliorer la communication, améliorer les relations aussi. On traite les questions de leadership, de gestion de temps, de gestion de stress, de fluidifier les projets. Et il s'agit d'apporter des réponses concrètes ou comment est-ce qu'aujourd'hui on fait avancer nos entreprises au sein du territoire et comment on crée une cohésion aussi à la culture d'entreprise, une cohésion pour que l'entreprise avance. Ça c'est aussi important de le souligner parce qu'on rejoint l'importance de la question du sens. Ça marche, on a tout noté, le contact également. On va marquer une pause, non peut-être pas tout de suite. On va enchaîner donc sur autre chose. Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Dernière partie pour le Nouvel Entrepreneur, c'est la parenthèse de fin. Et aujourd'hui, avec nos 3 entrepreneurs ou entrepreneuses, ça se dit pas trop, je crois. Hein. Les deux, je crois que tu peux dire les deux. Les deux se disent. D'accord. On va dire avec nos chefs d'entreprise, c'est plus simple. Et je me ferai pas frapper en sortant de la radio. On y est tous passés, donc je voulais qu'on aborde le sujet aussi, puisque c'est 3 entreprises différentes, c'est des domaines différents. Donc chacune votre tour, je vous laisse savoir du coup comment vous avez créé l'entreprise, vraiment l'étape administrative. Chloé, ça s'est passé où ? C'est quel organisme ? Comment ça marche ? Alors moi j'ai eu de la chance d'être accompagnée parce que j'appartiens à un réseau qui m'a beaucoup aidée dans la création de mon entreprise, qui m'a donné les clés parce que je n'avais aucune idée de comment créer son entreprise. Et donc j'ai créé ma micro-entreprise. J'avais un guide en fait, papier, on m'a fourni un guide avec toutes les étapes à suivre et aussi des personnes physiques qui m'ont beaucoup accompagnée pour ça. D'accord. Enregistré, du coup, la création, ça s'est fait en ligne ou Oui, c'était en ligne déjà, moi. C'était pas encore le site de l'INPI. C'était juste avant. Bravo. Et oui, j'ai eu de la chance. Et après j'ai dû passer des formations, bien sûr. 3 formations, malgré mes équivalences, j'ai quand même décidé de toutes les passer. Et voilà, j'étais habilitée et légalement, je pouvais exercer donc avec mon entreprise. Et la responsabilité civile professionnelle aussi. Et tout un tas d'autres démarches administratives qui passent par rejoindre des associations de médiateurs, tout ça. Il y a beaucoup de règles qui encadrent cette profession. Donc, me faire habiliter auprès de l'ORIAS aussi également. Donc, c'est beaucoup de démarches. Mais encore une fois, ce sont des obstacles que j'ai aimé franchir. Voilà.
avec Voilà. un bon cheval. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et pour Maud, c'était comment les étapes de la création pour Ma première boîte. MZ Investigation. Oui. Juste, je vous fais, parce que je trouve ça intéressant, ma première boîte, je l'ai montée en 2014. À l'époque, le système d'accompagnement entrepreneurial n'était absolument pas celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une pléthore d'accompagnement et de structures ou de personnes. À l'époque, en 2014, il y avait rien. Moi, je suis sur l'Isère, donc je me suis orientée sur Grenoble et j'ai contacté une structure qui était dans l'insertion. Et ils avaient un module entrepreneuriat, donc je les ai contactés. Moi, j'étais pas du tout quelqu'un à réinsérer. Néanmoins, ils m'ont accompagné comme ils pouvaient, donc je me suis lancée comme ça. Et après, pour ma deuxième structure, que j'ai lancée en 2019, je me suis montée toute seule. Voilà, parce que je connaissais ce qu'il y avait à faire et ce qu'il y avait pas à faire. Et puis là, pour ma troisième activité, là, j'ai fait une adduction d'activité sur ma deuxième entreprise. Comme ça, j'ai qu'une seule boîte à gérer administrativement, mais j'ai 2 activités sur une boîte. D'accord. Et c'est quoi comme statut juridique ? Là, actuellement, je suis en micro-entreprise. Alors, le statut de micro-entrepreneur est très dévalorisé en France. Néanmoins, quand on sait compter, on sait à quel point ce statut est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'être en société, en fait, peu importe le statut juridique que vous avez. Faut juste croire en son projet, se donner tous les moyens et y aller. Après, c'est clair qu'il y a différents impacts. Mais moi, j'ai choisi la micro parce que c'est extrêmement flexible et que je sais compter et je sais combien ça rapporte. Alors, je vais juste rajouter qu'après, pour des activités de service, effectivement, la micro va être une très bonne option. Dès qu'il y a des achats de matériel ou des choses comme ça, c'est peut-être pas du tout une bonne idée. Oui, là, faut bien faire ses calculs aussi, oui. Et pour Laura ? Ça va être un petit peu similaire. Étant dans la prestation de service, j'ai choisi aussi la micro-entreprise. Oui. Donc, au niveau de la création, c'est très simple. C'est quelques clics sur Internet. Et puis ensuite, bien se faire accompagner aussi au niveau des finances et de la gestion du budget, la création d'un compte en banque et en soi le démarrage avec ce statut-là. L'avantage, c'est que c'est assez rapide. En quelques clics, c'est fait. Je rajouterais également, enfin, ceux qui nous écoutent et qui veulent monter une micro, renseignez-vous bien, parce que c'est vrai qu'après, en termes de retraite et de prestations sociales, c'est pas la même chose qu'en termes de société. Moi, par exemple, j'ai pris une assurance privée pour la prévoyance, parce que si un jour il m'arrive un pépin, que je sois un petit peu couverte quand même. Bien sûr. Aussi, vous pouvez, alors si vous voulez pas le faire seul sur Internet, vous pouvez aussi vous rapprocher des chambres consulaires qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et selon votre activité et surtout la dénomination de votre activité, vous serez à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers ou à l'URSSAF. Et pour les différencier, c'est assez facile. Vous connaissez les différences ? En fait, on est automatiquement à la chambre de métier et d'artisanat si on fabrique quelque chose. Si dans le terme, il y a fabrication de, déjà, c'est réglé. Mais ça peut aller plus loin que ça. Les graphistes, par exemple, sont en tout cas inscrits à la chambre des métiers et de l'artisanat. Dès qu'on vend, sans fabriquer, dès qu'on a une activité de vente, on va être à la chambre de commerce et de l'industrie. Et pour l'URSSAF, là, vous êtes concerné, non ? Oui. Ouais. L'URSSAF, ça va être tout ce qui est un peu libéral, accompagnement, etc. Prestation de service. Et donc, vous dépendez toutes de ça ? Oui. Maud, non. Non. Moi, je suis toujours dans les bons tuyaux, donc je fais pas partie de ça. Voilà, moi, par rapport à mon activité d'accompagnement à la gestion d'entreprise, je suis affiliée à la Chambre des métiers. D'accord. Et je suis extrêmement satisfaite de leur accompagnement et j'ai vraiment fait en sorte de rester affiliée avec eux parce que l'accompagnement est vraiment top. C'est vrai que la Chambre des métiers propose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux, il y a un catalogue de formations dont beaucoup sont gratuites, d'autres sont vraiment pas chères, il y a des tarifs exprès pour les personnes qui sont inscrites à la CMA. Et on peut vraiment passer l'année à aller de formation en formation, en atelier, il y a vraiment beaucoup de choses à disposition. Et donc même moi là, donc j'ai fait une adduction d'activité. Normalement, je dépends de l'activité libérale, et donc j'ai eu des soucis sur le guichet de l'INPI. Désolée l'INPI de parler encore de vous, mais bon, vous connaissez bien vos problématiques. Et donc j'ai eu du mal à me dépatouiller de tout ça. Non mais ils le savent. J'ai eu du mal à me dépatouiller de tout ça et la Chambre des métiers m'a bien accompagnée justement pour faire une adduction d'activité artisanale libérale. Ok.
Donc c'était la parenthèse du jour, le conseil création d'entreprise. Renseignez-vous bien, faites-vous accompagner si vous ne savez pas, il y a tellement de gens pour ça aujourd'hui. Et on vous souhaite bon courage, sautez les obstacles avec votre cheval, quittez le port avec votre bateau. Et bon vent à tous. Nous on se retrouve dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises, et avec de nouveaux invités pour le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. Tout de suite après, c'est Jérôme, pas le chanteur, mais c'est Jérôme quand même. Et je vous dis à très bientôt, bon appétit.